Notre invité ce matin, Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances. Michel Sapin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cela fait plusieurs semaines que vous êtes silencieux. Ce matin, vous avez accepté notre invitation. Dans 17 jours maintenant, le premier tour de l'élection présidentielle, pour qui voterez-vous ? Ça fait, on en discutait à l'instant, quelques années que je suis élu. La première fois que je me suis présenté à une élection, à Argenton-sur-Creuse, c'était en 1977. Et j'avais l'étiquette PS. Depuis, j'ai été candidat de nombreuses fois. La plupart du temps, j'ai été élu. Parfois, j'ai été battu. Toujours au sein du Parti Socialiste. Je ne manquerai pas à ma famille politique. Vous voterez ? Le candidat de mon parti, c'est Benoît Hamon. Je voterai donc Benoît Hamon au premier tour. Vous dire que je suis satisfait de sa campagne, que je suis satisfait de ses propositions, ce serait vous mentir. Mais il m'est arrivé aussi, à d'autres moments dans ma vie politique, de voter pour des candidats du Parti Socialiste qui n'étaient pas forcément exactement sur la même tendance que pour moi. Il refuse d'assumer le bilan du quinquennat, Benoît Hamon. Et vous allez voter pour un homme qui refuse d'assumer votre bilan. Je vais y répondre. Oui. Moi, je fais de cette question de la loyauté en politique une valeur cardinale. Je pense d'ailleurs, c'est une critique que je pourrais faire, en tous les cas, à certains soutiens de Benoît Hamon, et peut-être à lui-même, d'avoir manqué de loyauté par rapport au président de la République, par rapport à la majorité, par rapport à son parti, qui a permis d'être élu, et au fond d'être là, ici. Il a manqué un peu à cette loyauté pendant 5 ans. Je lui en ferai le reproche. Je ne veux pas qu'on me fasse ce reproche. On ne me fera jamais le reproche de manquer de loyauté vis-à-vis de mon parti. Alors, vous me disiez... Manuel Valls a manqué de loyauté ? Manuel Valls a pris une décision que je respecte, parce que je sais... Il l'a fait devant vous, vous l'avez vu, qu'il l'a fait en conscience, il l'a fait en responsabilité, il l'a fait par rapport à sa propre vision des choses et aussi par rapport aux responsabilités qui ont été les siennes en tant que Premier ministre. Moi, je le fais en tant que militant socialiste qui tient à la dignité de ma famille politique. Est-ce que ceux qui ont choisi de voter pour Emmanuel Macron doivent être sanctionnés ? Puisque vous êtes un militant socialiste, vous défendez votre parti, vous êtes loyal à votre parti. Doivent-ils être sanctionnés, exclus du parti, par exemple ? S'il avait fallu rentrer dans un mécanisme de sanction, il aurait peut-être fallu le faire il y a 5 ans déjà. Et vis-à-vis d'autres. Justement par manque de discipline, entre guillemets. Donc ne rentrons pas dans ce raisonnement sur les disciplines nécessaires. Dans le contexte d'aujourd'hui, une élection présidentielle, vous le savez, c'est un des éléments sur lesquels je souhaiterais pouvoir intervenir. Une élection présidentielle, c'est très particulier, c'est la relation entre un homme ou une femme et l'ensemble des Français. Les partis jouent un rôle, ils ont leur candidat, ils le soutiennent, plus ou moins, ils peuvent ensuite avoir des stratégies de deuxième tour, etc. Mais c'est d'abord et avant tout une relation entre les citoyens et citoyennes et un homme et une femme. Et c'est cela qui va jouer dans cette présidentielle. Mais, Monsieur Bourdin, ce que représente la gauche gestionnaire, au bon sens du terme, celle qui prend ses responsabilités, celle qui accepte d'assumer le pouvoir. Vous savez, pour beaucoup de Français, être au pouvoir, c'est une sorte de récompense, une sorte de bien-être, une sorte de nirvana. Non, être au pouvoir, c'est pas si simple que ça. C'est dur. Parfois, on réussit. Parfois, on rate. Parfois, on se sent comptable des échecs. On se sent aussi comptable des réussites. Mais cette volonté d'une gauche qui est renée avec François Mitterrand, qui, au cours de ces 40 dernières années, a été 20 ans au pouvoir, 20 ans au pouvoir, cette gauche-là, elle doit rester. Elle doit perdurer. Elle doit s'affirmer. Elle doit être présente dans les années qui viennent. Alors, je vais revenir sur le bilan de François Hollande, je vais revenir sur François Hollande, son avenir, mais j'ai une autre question, évidemment, corollaire. Pourquoi ne choisissez-vous pas Emmanuel Macron ? Parce que vous ne l'aimez pas ? Si dans la vie politique, on devait faire par amour ou par désamour ou par haine, je ne suis absolument pas dans la préoccupation de savoir si j'aime quelqu'un. Je peux. Vous me parliez des hommes. Vous me parliez de la relation. Vous me parliez il y a un instant de la relation entre l'homme et les Français. Il a été mon collègue. Oui. Au sein de ce gouvernement. Sur un bon nombre de politiques, comme aime à lui rappeler d'ailleurs M. François Fillon, il a agi, nous avons agi ensemble. Il a raison, François Fillon ? Est-ce que François Fillon a raison ? François Fillon fait des remarques qu'il veut dans la campagne d'aujourd'hui. Il a raison. Et je remarque par ailleurs que pour s'imposer au centre, si je puis dire, du paysage politique, Emmanuel Macron tient aussi parfois des propos très proches. Une girouette de ceux qui pour vous ? Non, c'est quelqu'un qui s'est placé là
Parce que cet espace-là, l'espace de la gauche de gouvernement, était libre, ou avait été rendu libre par la décision du président de la République. Il s'est installé dans cet espace, et c'est dans cet espace, c'est de cet espace. Alors on va qu'il être tient sa franc force. et direct. Le président, vous regrettez que le président de la République ne soit pas candidat aujourd'hui, vu Oui. la campagne et vu. Non, mais c'est pas vu la campagne. Oui, vous le regrettez. Il ne faut pas avoir des regrets Oui, rétrospectifs en fonction oui. de la situation d'aujourd'hui. Bon, alors, est-ce que vous le regrettez? Je regrette cette décision, ou plus exactement, je condamne ceux qui l'ont mis dans cette situation de ne pas pouvoir être Alors candidat. qui sont ceux-là? C'est d'abord et avant tout, je vous l'ai dit, ceux qui ont manqué de loyauté par rapport à Emmanuel lui-même. Macron. Par rapport à lui-même, et les premiers qui l'ont Emmanuel fait Macron. sont les frondeurs. Et ensuite, je regrette le manque de loyauté personnelle, là elle n'est plus politique, qui a pu marquer tel ou tel... qui a pu Emmanuel marquer Macron, tel ou Manuel tel Valls. devenir. Franchement, mais allez-y. J'ai dites déjà ce que dit, vous mais non, mais pensez. bien sûr, mais je suis là pour dire ce que je pense. Mais oui, justement, moi, moi aussi, je suis là pour vous demander je suis ce un que homme vous libre. pensez. Oui. J'ai été suffisamment longtemps Oui. élu. J'ai été suffisamment au service de l'intérêt général pour parler en toute liberté. Donc- En toute liberté, je dis que ils sont nombreux, et ils sont de nature différente politiquement, qui ont placé le président de la République dans cette situation de ne pas pouvoir être candidat, ont pris une grave responsabilité. Ils vous ont choqué, cela? Ça me choque par rapport à ce que nous représentons. C'est toujours la même chose. Et Oui. permettez-moi de parler vraiment du fond. Oui. La France a besoin d'une gauche responsable. La France a besoin d'une gauche attachée à ses valeurs, aux valeurs de justice, aux valeurs d'égalité, aux valeurs de laïcité. Mais dans les une inégalités laïcité se sont creusées compréhensible. en 5 ans. Non, Michel pardon. Sapin. Non, Juste on va y sur- revenir. juste sur ce point. On va revenir sur le pourrait bilan. On revenir. va y revenir sur le bilan. Vous pouvez y revenir, mais ça n'est pas exact sur les 5 dernières années. Les inégalités sur les 5 dernières années ont diminué. Elles ont diminué. Pas suffisamment. Certains Français considèrent toujours qu'il y en a des gens trop riches et Oui, que surtout eux ceux sont dans la qui se situation touchent difficile. Mais évidemment. 850 ou, Tout ça- ou 1000 tout ça, 1000 évidemment. euros de retraite. Mais Oui. ceux qui croient, je veux parler des politiques, Allez-y, allez-y. que par l'imprécation, Oui. même parfois par le talent, que par la représentation théâtrale, comme on peut le voir parfois à la télévision, on j'ai change la compris. vie de ceux qui Mais j'ai gagnent compris très de peu. qui vous parlez, la représentation théâtrale. Si cela Michel pense Sapin. qu'ils changent la vie Oui. de ceux qui gagnent peu, non. Ceux Mais la qui changent la représentation vie... théâtrale, c'est Macron. Pour vous. C'était Si, plutôt, vous y c'était pensez. plutôt à Mélenchon que je parle. Ah bon, je pensais. vous Voilà, en pensez- l'occurrence, vous pensez voyez. à Mélenchon aussi. Parce que je lui trouve beaucoup de talent dans le théâtre. Bien, mais Oui. et je reconnais. Mais vous qu'il est- n'aimez pas et je non plus, reconnais qu'il est hein. de gauche. Mais Il est de gauche, mais Mélenchon. c'est Il pas- représente les idées de gauche il est aujourd'hui. évidemment de gauche, qui veut dire le contraire. Mais c'est cette gauche-là, c'est la gauche de l'imprécation. C'est la gauche qui pense que la parole va compter plus que l'action. Mais non, c'est l'action qui compte. Et l'action, c'est difficile. On n'arrive pas à tout ce qu'on veut. Mais si on n'est pas au pouvoir, si on n'accepte pas de se confronter avec le pouvoir et la difficulté, parfois l'impopularité du pouvoir, on ne Ça veut dire que change Jean-Luc rien. Mélenchon- Or, cette gauche de la responsabilité, elle a supprimé la peine de mort, elle a, prenons la dernière réforme, permis le mariage pour tous, elle a, dans des domaines considérables, de la santé, de l'éducation, permis des progrès absolument exceptionnels pour les Français. Ils s'en rendront compte, ils le savent d'ailleurs pour les Oui. années précédentes, et ils se rendront compte très vite Est-ce pour que, les 5 Michel dernières Sapin, années. est-ce que François Hollande va s'exprimer avant le premier tour? Ça, je ne peux pas parler Non, mais à sa vous en place. avez parlé je ne avec peux pas lui. parler à sa place. Vous parlez de politique avec lui je aussi. pense que, vous êtes très proche Je de François pense que la Hollande. préoccupation fondamentale de François Hollande, on peut la partager, c'est qu'il ne souhaite pas que la France se retrouve avec non seulement une image vis-à-vis de l'extérieur, mais surtout une image vis-à-vis de soi-même qui ne soit pas conforme à ses valeurs et à son C'est-à-dire histoire. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que Marine Le Pen fasse des scores qui soient des scores trop élevés. Évidemment, il ne veut pas qu'elle soit élue, mais il ne faut pas non plus qu'elle fasse des scores trop élevés. Là, il sera dans Alors sa va-t-il responsabilité de chef de intervenir l'État. avant le premier tour? C'est pas le premier tour dont il s'agit là en l'occurrence, ce serait éventuellement Du entre le second tour. premier et le second. Donc entre le premier et le second tour, il s'exprime. Je n'en sais rien, mais si je pense le sentir dans cet état d'esprit. Lui, aujourd'hui, son état d'esprit, il a été premier secrétaire du Parti Socialiste. S'il avait à choisir, il choisirait Benoît Hamon. J'en sais rien. Franchement, je mais ne vous n'avez sais- pas parlé avec je lui je ne suis pas ventriloque, je ne Bon. veux pas parler Bon, à sa d'accord, non, place, mais non. ni le faire parler à la mienne. Vous avez regardé le débat mardi soir? J'en ai regardé une bonne partie. Oui. Comment avez-vous trouvé Philippe Poutou? Mais
ce débat autour de l'intervention de Philippe Poutou, qui a pris à partie Marine Le Pen, qui a pris à partie François Fillon sur les affaires. L'avantage du débat de l'autre jour, c'est que tout le monde a pu s'exprimer. Oui. Ça me paraît légitime que tout le monde puisse s'exprimer. Mais une campagne présidentielle, c'est pas un jugement sur des individus, c'est pas un jugement sur une tirade, c'est pas un jugement sur une personnalité, c'est un jugement sur la capacité à diriger la France. Voilà, c'est tout. Est-ce que M. Poutou, en parlant ainsi, a souhaité se présenter comme quelqu'un qui peut diriger ? C'était pas son objectif. C'était pas son objectif, on le sait bien. Donc moi, je sais ce que c'est qu'une campagne présidentielle, je sais ce que c'est qu'un président de la République. Pardon de vous le dire. Vous l'avez trouvé déplacé, vous l'avez trouvé déplacé, cette intervention, cette manière très familière. Je n'ai pas à juger de la manière dont parle tel ou tel. Et donc M. Poutou a parlé avec ses tripes, il a dit ce qu'il avait envie de dire. Mais je ne pense pas que globalement tout ceci ait apporté beaucoup au débat politique lui-même, parce que au fond, on est revenu à la caractéristique de ce débat. Un, il y a beaucoup de positionnement médiatique et très peu d'explications sur le fond. Il y a des responsabilités, y compris de la part des candidats. Si on parle parfois d'affaires, ce qui ne me paraît pas illégitime, c'est qu'aussi il y a des affaires, si je puis dire, qui sont dans le panorama. Mais enfin, on parle très peu des choses. Et surtout, je le redis, c'est ça qui me gêne, c'est ça qui gêne beaucoup de socialistes. Cette gauche de responsabilité, elle est absente du débat politique d'aujourd'hui. Elle est absente. Dans les 11, il n'y en avait aucun. Candidat, non ? Il n'y en avait aucun qui était candidat de la gauche de responsabilité, celle qui a agi. Aucun n'a défendu, aucun ne défend le bilan de François Hollande. C'est bien ce que je vous décris. Oui. C'est ça qui crée un malaise, c'est ça qui crée une difficulté, c'est ça qui crée une absence dans ce débat politique. C'est comme ça. On va pas changer les choses maintenant, mais c'est ça. Vous savez, souvent on dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un trouble, pourquoi cette élection, par exemple, risque de provoquer, dit-on, beaucoup d'abstention. C'est parce que justement, il manque cet élément. Cette expression-là, cette expression de ceux qui ont agi, de ceux qui ont fait, de ceux qui sont prêts à supporter la critique, mais qui sont prêts aussi, qui sont déterminés à défendre ce qu'ils ont fait. Un mot encore sur le débat, puis je vais passer au sujet d'actualité. Anaphore de François Fillon, et dans l'anaphore, je le cite, un président exemplaire, c'est un président qui ne se sert pas des moyens de l'État pour affaiblir ses adversaires. François Hollande s'est servi des moyens de l'État pour affaiblir François Fillon. On voit bien qu'il y a un petit côté lamentable dans cette défense de la part de M. Fillon. Le seul responsable des problèmes que M. Fillon rencontre, c'est M. Fillon. Il n'y a pas besoin d'aller complot, cabinet noir. Ça, c'est ces mots, c'est ces trucs, tout ça n'a aucun sens. Tracfin qui vous communiquerait des informations sur les uns et les autres. Oui, mais tout ça, vous savez, c'est dans le fantasme. Ça n'existe pas, Michel Sapin. Si, Tracfin existe, et heureusement, parce que c'est un des outils les plus utiles pour lutter contre le terrorisme. Et si j'ai donné des moyens à Tracfin, juridiques et matériels, c'est bien pour cela. Pas pour aller regarder quelle était la couleur du costume de M. Fillon. Ça, c'est l'affaire de M. Fillon. Oui, Michel Sapin, un président exemplaire, c'est un président qui ne confie pas à des journalistes des secrets défense. Voilà aussi ce qu'a dit François Fillon mardi soir. C'est une attaque qu'on avait déjà entendue à d'autres moments. Bien. Un président... Et le jour où les présidents de la République ne parleront plus avec les journalistes, Monsieur Bourdin, vous serez le premier malheureux. Moi, je ne parle pas avec François Hollande en dehors de l'interview. Je ne l'ai pas vu depuis qu'il est venu à 2004. D'ailleurs, il est invité. Je lui lance un appel. Il est invité entre les deux tours à venir ici. Quand même, je reviens au programme de Benoît Hamon. On va être concret, on va parler programme. Le revenu universel, vous êtes pour ou contre ? Là où il en est rendu aujourd'hui, c'est-à-dire une simplification des dispositifs que nous avons mis en place, un renforcement dans tel ou tel domaine, pourquoi pas ? Mais lorsque c'était lorsque ça a été un gigantesque dispositif à 350 milliards qui aurait occasionné des augmentations d'impôts pour tout le monde, là, je n'y étais pas favorable. Le 49.3 citoyen ? Non, je ne pense pas. Je veux dire, un 49.3, c'est un dispositif parlementaire qui est utile pour le Parlement. Et quand il dit le maintien du déficit en dessous de 3%, c'est un non-sens. C'est un non-sens de considérer que c'est un non-sens. C'est ne pas prendre en compte la réalité. La gauche que je vous décris... Vous soutenez un candidat avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Je vous dis qu'il y a la loyauté. Oui. Et c'est pas vous qui allez faire reproche à quelqu'un d'être loyal. Non. Il y a la loyauté et je suis loyal. Et puis il y a cette absence que je vous décris depuis le début de la gauche de la responsabilité. Dire que la dette, ça n'a pas d'importance. Enfin, il y a un Français qui pense que c'est responsable, quels que soient les uns ou les autres qui disent cela. Ça n'a pas d'importance. Enfin, chacun sait bien que si vous augmentez la dette, il y a un moment donné, il faut la rembourser. Alors certes, c'est peut-être pas vous, mais ce seront les successeurs. Non, 3%, c'est pas sorti de nulle part. Au-dessus de 3%, on accumule de la dette.
en dessous de 3%, on commence à faire diminuer la dette. Vous voulez accumuler ou vous voulez diminuer? Moi, je préfère diminuer. C'est ce à quoi je m'emploie et c'est pour ça que cette année, nous passerons sous les 3%. Ça, c'est la gauche de responsabilité, celle qui n'est pas dans le débat. Et oui, ça crée un vide. Et le prélèvement à la source, alors? Oui, mais il est mal en point, non? Non, je pense pas. C'est une très bonne. Quand j'entends les candidats divers et variés. Non, oui. c'est une très bonne réforme qui est une réforme de bon sens. Et certains voudraient idéologiser quelque chose qui est très concret, qui permet simplement aux Français de payer leurs impôts en fonction des revenus. Marine Le Pen est contre, François Fillon est contre. Il y a ceux qui veulent toujours courir après la récrimination patronale. Et puis il y a ceux qui dialoguent avec le patronat. C'est ce que nous faisons pour mettre en place une réforme qui est utile à la France. Vous n'avez qu'à choisir. Whirlpool Amiens, est-ce que l'entreprise sera reprise? Je le pense. Je le pense et nous y travaillons. Nous y travaillons avec les élus locaux, nous y travaillons avec le président de la région, nous y travaillons avec les organisations syndicales. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Mais il y a plusieurs repreneurs. Le secrétaire d'État à l'industrie a des contacts et il y a plusieurs demandes d'intérêt qui me paraissent être solides. Est-ce que Whirlpool va être obligé de rembourser les aides touchées? Oui, mais ça, je connais cette démagogie-là. Non, c'est pas de la démagogie. Pardon. Quand une boîte est coulée ou qu'elle ferme, on lui demande de rembourser, vous n'avez pas pour autant sauvé les emplois. Moi, c'est une entreprise qui fait 900 millions d'euros de bénéfices. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir s'ils remboursent, s'ils ne remboursent pas, c'est est-ce qu'il y a des emplois? Est-ce que ceux qui aujourd'hui ont peur pour leur emploi... Alors vous allez garder, vous vous engagez. Les emplois seront préservés. Nous avons travaillé, voilà un point aussi, la gauche de responsabilité. C'est la gauche qui travaille, qui regarde concrètement, qui dialogue avec les organisations syndicales qui sont reçues et qui ont été reçues plusieurs fois par Christophe Sirugue, qui, avec d'autres repreneurs potentiels, dialogue. Nous faisons, nous fabriquons. Nous ne sommes pas là simplement en protestant. On peut toujours protester. Et qu'est-ce que ça change à la réalité? Nous travaillons, nous faisons. C'est ça la gauche de responsabilité. Michel Sapin. Celle qui doit continuer à exister, M. Bourdin. Celle qui doit continuer à exister au-delà des élections présidentielles. Parce que la présidentielle, c'est très important. Oui. Mais enfin, M. Bourdin, vous êtes le premier à savoir que le président de la République en France, il n'a de pouvoir que si la majorité à l'Assemblée nationale lui permet d'exercer ce pouvoir. Et donc, quelle majorité demain à l'Assemblée nationale? C'est le vrai sujet politique du moment. Quelle majorité pour Jean-Luc Mélenchon? Quelle majorité pour Emmanuel Macron? Quelle majorité pour François Fillon? En tout état de cause, ce que je souhaite, c'est que cette gauche de la responsabilité, celle du Parti socialiste tel qu'il s'est affirmé dans des années et des années, tel qu'il a conquis le pouvoir, tel qu'il a soutenu François Hollande. C'est de la vieille politique, non? Ces partis vieillissants qui ont lassé les Français, donc non? On va en créer un nouveau. Eh ben, le nouveau en question, dans 20 ans, il sera vieillissant. Moi, je préfère les engagements politiques qui viennent de quelque part, qui s'inscrivent dans un itinéraire, qui s'inscrivent dans l'histoire et qui ont une perspective au-delà d'un homme, au-delà d'un moment, d'une période, au-delà de 5 ans. C'est ça les forces des partis politiques. C'est en particulier la force du Parti socialiste. Le Parti socialiste, il ne va pas mourir à l'occasion de cette élection présidentielle. Le Parti socialiste, il sera présent dès le lendemain de cette élection présidentielle parce que plus il sera fort dans cette consistance que je viens de décrire, le socialisme de la responsabilité, plus il sera fort et plus nous pourrons garantir les Français contre des réformes réactionnaires, quel que soit le président de la République élu. Est-ce que Fessenheim sera fermé? Oui. Même si EDF, le conseil d'administration d'EDF va peut-être dire non à la fermeture. Il y a des administrateurs salariés, il y a des administrateurs indépendants dans une entreprise qui appartient à 80% à l'État. Oui. D'accord? Bon, donc c'est l'État qui décidera. C'est normal. Enfin, qui peut penser l'inverse? Donc mais nous le faisons, sera fermé. Nous le faisons pas à la date prévue. Oui, je le pense. Enfin, après, on verra qui sera élu et ce que voudra faire celui qui sera élu. Mais nous avons tout fait en respectant nos engagements vis-à-vis de EDF. Est-ce que vous savez, ce que les Français savent, que l'État a mis 4 milliards de plus dans EDF de capitaux pour permettre à EDF de faire face aux grands défis qui sont les siens. Qui est une entreprise en danger? Oui, qui est une entreprise en danger, non pas du tout à cause de Fessenheim ou à cause d'autre chose, qui est une entreprise en danger, qui doit donc se redresser. Et qui doit se redresser comment? Non pas en se crispant sur la question nucléaire,
c'est un atout. Hein. Moi, je suis de ceux qui défendent cette filière nucléaire. Et il y a des centrales qui vieillissent et à un moment donné, elles ferment. Ça sert à rien de vouloir dire personne ne va faire. Il y en a qui ferment, il y en a d'autres qui vont ouvrir. Mais il faut, et c'est l'avenir d'EDF, il faut aussi développer tout ce qui sont les énergies alternatives. Nous le savons bien, 80% de nucléaire, c'était trop. Il faut rééquilibrer les choses. Une loi a été votée, la loi de transition énergétique. C'est une très bonne loi. Elle doit être appliquée. Elle doit être respectée par tous. C'est l'intérêt de la France. Merci Michel Sapin d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV.